Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tueur en série. Je suis avec Charles de la Cocarde étudiante. Bonjour Charles. Bonjour Arnaud. Nous allons parler des productions qui fâchent et qui plaisent, c'est-à-dire Fubar avec Schwarzenegger, Tyler Rake 1 et 2, Ernesto Nete, Police 1900 et Police 1905 la suite, Le Fondateur sur McDonald's et aussi, surtout je dirais, Citadel. Commençons par Citadel. Elle m'a été recommandée par Raphaël Daudeville, notre réalisateur. C'est une série à très gros budget, produite et diffusée par Amazon Prime Video. Elle était très attendue car Amazon a mis le paquet sur la production. Elle n'est pas très bien notée, 3,3 sur 5 sur Allociné et 5 sur 10 pour Sens Critique. On lui reproche un scénario banal, moi je dirais classique. C'est un scénario à la James Bond avec deux agences d'espionnage privé, une gentille et une méchante. D'accord, ce n'est pas très original, pas si original que Squid Game par exemple, mais ce n'est pas là l'atout de cette série. Les images sont tout simplement époustouflantes, dignes des blockbusters ou de superproductions québécois. Les effets spéciaux sont remarquables, les actions sont réalistes, les décors naturels sont magnifiques. En résumé, si vous êtes à la recherche d'une histoire hors du commun, ce n'est peut-être pas pour vous, mais si vous cherchez une production à la James Bond et que vous êtes sensible à la beauté des images, vous trouverez là une série très plaisante. Dans le registre action gros muscles, il y a deux productions Netflix en ce moment. Il y a Fubar et Tyler Rake 2. Alors Fubar, quand on voit l'affiche, on voit Schwarzenegger. Alors Schwarzenegger, on se dit waouh, c'est un gros budget, belle prise pour Netflix. D'ailleurs, c'est une belle prise pour Netflix, qui n'hésite pas à le montrer. Dès la première minute, on montre notre vedette favorite pour appâter le client. D'ailleurs, ils sont des spécialistes. Ils font également en parallèle une espèce de documentaire sur l'histoire de Schwarzenegger. Ils font ça régulièrement, une espèce de twist comme ça, assez curieux. Alors on se dit c'est du lourd, c'est vraiment bien. Mais bon, le problème c'est qu'on a un peu l'impression que c'est une star sur la fin qui aurait dû s'arrêter, quoi. Ça me fait un peu penser à Roger Moore dans les derniers Bond où quand il sautait du caniveau, on se disait oh là il s'est mal réceptionné, il va se faire mal, on avait peur pour ses reins. Donc c'était un peu ça. Et puis il y a une belle musique par contre, un Sympathy for the Devil des Stones, tout ça pour montrer également qu'il y a un gros budget parce que les Stones c'est beaucoup d'argent. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire, que le fric c'est pas tout et que finalement c'est un peu une concaténation, une compilation de tous les tics et les tocs en stock américains. Alors à la première minute c'est le noir de service donc dans le rôle du geek et qui obtient toutes les infos quand on lui demande, il n'a pas de limite. Il a bien entendu, je ne sais pas pourquoi on leur accorde toujours ce rôle au noir américain, ce rôle du geek. C'est quasiment un rôle obligatoire pour eux. Ça a dû commencer avec Mission Impossible, où le Black est aussi celui qui est le spécialiste des choses techniques comme ça. Et alors comme c'est un gros budget, évidemment, la station de travail du geek est gigantesque, c'est presque un aéroport, voire un vaisseau spatial. Alors, il y a aussi un autre rôle d'ailleurs qu'on voit dans Fubar qui est réservé aux Noirs américains, c'est celui du général. Alors, le général qui répète tout le temps qu'il veut un quart d'heure, qui veut tous les quarts d'heure un rapport complet. Et puis, il y a tous les sketchs américains. Alors, il y a le coup de l'arme de destruction massive. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des islamistes qui en veulent à l'Amérique, au pays de la liberté. C'est le chef d'un cartel de la drogue qui se trimballe avec une mallette nucléaire. Enfin bon, s'il fait sauter la Californie, il pète ses clients, quoi. Donc je comprends pas vraiment Enfin, passons, peu importe. Il y a tout. Il y a le sketch également de l'avion qui ne répond plus. Alors, du coup, comme il est très fort, Schwarzenegger, forcément, il sait piloter un avion, il n'y a pas de problème. Et alors, également, l'autre cliché, c'est le cliché de l'homme costaud, mais
qui a un cœur tendre. Alors pour aller dans ce sens, ils nous font un espèce de petit sketch que je trouve assez pénible au bout d'un moment, c'est qu'il part en mission avec sa fille, qui est également un agent. Ils ne le savaient pas. Et ils ont la bonne idée de faire partir le papa et la fille en mission. Alors bien entendu, on a le droit à des engueulades père-fille, le père trouvant que la fille prend trop de risques, la fille trouvant que son père c'est plus de son âge, et puis bon, le truc ça va une fois, sauf que ça revient toutes les 10 minutes, qu'il y a plusieurs épisodes, et qu'à la fin on se dit, bon bah finalement ça va durer vraiment longtemps, c'est trop pénible, j'arrête. Donc c'est un peu ça qui est un peu désolant, c'est que avec Schwarzenegger on aurait pu faire quelque chose de bien, mais là, franchement, le scénario est mauvais. Et je pense que tout simplement, Schwarzenegger aurait dû partir à la retraite parce que finalement, il faut savoir s'arrêter. Et moi, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de la série. Donc, Fubar, non, je ne vous conseille vraiment pas. L'autre prod pour conservateur américain du Parti républicain, c'est Tyler Rake 2. Il m'a été recommandé par Martial Bill, qui le trouvait distrayant. Sans ambition, hein, c'est pas un film révolutionnaire qui change le monde, mais distrayant et amusant. Bon. Avec les Américains, c'est toujours la même chose. On a le choix entre des productions woke, si c'est réalisé par un démocrate, et si c'est un républicain proche de Donald Trump, alors c'est de l'action, des testostérones, du patriotisme, du drapeau. Parfois c'est un peu puéril, mais même quand c'est un peu puéril, je préfère quand même cette deuxième catégorie de série. C'est exactement le cas avec Tyler Rake 2. Il y a un type qui s'est amusé à compter le nombre de morts dézingués par Tyler dans le 1, je crois. C'est combien ? 183. 183. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs, puisque pour avoir vu seulement le premier film, ça défouraille à tout va. On se croirait dans un jeu vidéo, oui, c'est plaisant, mais ça a ses limites et le scénario en pâtit quelque peu. Oh, il y a quand même des bonnes cascades. Alors, il doit y avoir même un contrat avec Volkswagen parce que ils explosent un nombre de 4x4 dans le 2, hein, ça c'est pas dans le 1. Dans le 2, ils explosent un nombre de 4x4, c'est des gros 4x4 Volkswagen à Maroc, ça vaut 60 000 € la bête. Hein. C'est pas de l'After Effects, on voit bien que c'est quand même des bagnoles qui sont bien défoncées et il en explose au moins une quinzaine. Et alors là, c'est assez drôle parce que finalement, ça ne se passe que dans ces 4x4 à Maroc. Les autres marques n'existent pas. Je pense qu'il y a un contrat à la clé. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Bon. Que dire d'autre sur Tyler Rake 2 ? C'est en fait un truc à voir entre potes, pour boire une bière, c'est pour une soirée entre mecs sans nana, et puis on laisse défiler le film tout en faisant le monde et en se passant les canettes, quoi. Je pense que c'est ça. Tu as bien résumé. Bon, donc c'est amusant, ça va pas très loin, mais c'est distrayant. On passe maintenant à Esterno Nété. Je ne sais pas pourquoi ce titre. En fait, c'est l'histoire en 6 épisodes de Netflix. Hein. Ça raconte l'histoire de l'enlèvement, puis de la séquestration d'Aldo Moro pendant 55 jours. Et ensuite, ils vont évidemment le tuer. Aldo Moro est par les Brigades Rouges en 1978. Il faut dire qu'à cette époque-là, l'extrême gauche en Italie comme en Allemagne, un peu moins en France, est extrêmement puissante et fait des attentats avec des morts, des bombes, etc. À l'époque, c'est pas beaucoup les attentats islamistes, c'est surtout des attentats d'extrême gauche. Et donc, Aldo Moro est un homme d'État italien qui a été Premier ministre et qui est le président du Parti démocrate chrétien. Il est noté 4, même un peu plus par la critique. Moi, j'ai bien aimé aussi. Pour 2 raisons. Parce qu'on présente vraiment les Brigades Rouges comme elles sont, c'est-à-dire comme des enflures. Ce sont des gens qui sont des illuminés totales, perdus dans un jargon dialectique qui souvent n'a ni queue ni tête. Ce sont des illuminés qui jouissent en vidant leur chargeur sur des individus. Et puis, ce sont des révolutionnaires pas de pacotille, parce qu'ils tuent, mais des révolutionnaires qui n'y croient pas, au fond. Ils ne croient pas en leur révolution. Ils font ça parce qu'ils ont envie d'être sur le devant de la scène. Hein.
je me voyais déjà en haut de l'affiche. Il se voit devant la scène, comme ça. Et en fait, c'est un peu une sorte de narcissisme romantique, mais un sinistre narcissisme romantique. Donc, bref, ces salauds d'illuminés n'ont même pas la compassion chrétienne, puisque quand ils voient un clochard, ils passent devant et ils ne donnent pas de pièces au clochard. On insiste bien là-dessus. Par contraste, Aldo Moro, lui, il est plutôt un chrétien convaincu qui est engagé dans l'action politique. En tout cas, c'est ce que dit la production, engagé dans un combat et dans des valeurs, vraiment, il porte ses valeurs. C'est pas Bérou, quoi. Hein, c'est pas Bérou qui vient pour la gamelle, quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment des convictions, qui va à la messe tous les matins, qui a nourri sa famille dans l'univers chrétien. Et puis, alors il y a une troisième catégorie, c'est sur les huiles de la démocratie chrétienne et du gouvernement, qui lui est plutôt pitoyable, parce que si Moreau il est plutôt, comment dirais-je, il est plutôt droit et fier, sa femme aussi d'ailleurs, hein, sa femme est très retenue, etc. Autant les autres sont des espèces de comiques qui devant les caméras pleurent et font des embrassades à ne plus finir, etc. Pour finalement laisser tomber quand même Moreau. Ce que demandent les Brigades Rouges, et c'est la question un peu qui est posée par cette série, de savoir s'il faut ou pas négocier avec les terroristes. Ce qu'ils veulent, c'est pas de l'argent, c'est pas de la libération d'otages, non. Ce qu'ils veulent, c'est simplement une reconnaissance politique. Bon, moi, la question ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont est dépeint une époque dans laquelle une extrême gauche est extrêmement puissante, extrêmement engluée dans une dialectique stérile, et au fond, ça décrit bien ce que j'ai vécu à cette époque. Voilà. Passons maintenant à la France avec Police 1905. C'est le deuxième film d'une trilogie. Donc il y a Police 1900, Police 1905 qui est le deuxième épisode, un troisième qui est à venir, je crois, pour la fin de l'année ou le début de l'année suivante. C'est produit par Canal+, donc disponible si on est abonné ou en VOD. C'est, bon, franchement une belle production, il y a de bons acteurs, de très très beaux décors, de très beaux costumes, c'est très très bien filmé, avec des clairs-obscurs superbes, c'est vraiment très bien de ce côté-là. Par contre, il y a un véritable caillou dans la chaussure, ce sont les scénarios. Et là, je pense qu'on est d'accord. Alors, tu en penses quoi? Alors, donc, tout d'abord... Tu nous dis de quoi ça parle d'abord? Donc, la première saison de Paris Police 1900, comme son nom l'indique, commence au début du XXe siècle, sur fond d'affaires Dreyfus et la mort accidentelle du président du Conseil, Félix Faure. La série noue des intrigues entre meurtres à caractère privé dans le Paris du début du siècle et les tensions politiques grandissantes autour du procès de Dreyfus et l'émergence des ligues nationalistes qui ambitionnent de prendre le pouvoir et de renverser le gouvernement. D'accord. Et Police 1905 ? Donc, 5 ans ont passé depuis les événements de la première saison. Les personnages ont évolué et pour la plupart ont pris les mêmes acteurs. Oui, la plupart ont pris du galon. Oui. Et ils sont confrontés à nouveau à des tensions, cette fois-ci plus au niveau des mœurs et de leur évolution. Et ça prévisage la séparation de l'Église et de l'État à venir. Alors, alors, il y a deux choses. Un, c'est un brûlot contre la police des mœurs qui est corrompu, et entre l'Église et l'État qui est homophobe, parce qu'en fait, on parle que d'homophobie dedans. Et puis, il y a des caricatures quand même. Par exemple, le bébé d'une prostituée est mort le jour de la naissance de Jésus parce qu'on ne veut pas de prostituée dans la rue. Donc, on arrête la prostituée. Donc, son bébé meurt de faim chez elle. Tout ça, c'est pour montrer donc l'hypocrisie bourgeoise. L'élite qui ne veut pas voir de pute dans la rue le 24 décembre va quand même s'encanailler dans des partouzes au château de Bagatelle.
C'est également un brûlot contre les bourgeois qui sont tyranniques. Le maître de maison, à un moment, dit servez-nous vite le dessert, nous ne voudrions pas être en retard à la messe de Noël. Sous-entendu que pour les pauvres gens, il n'y a pas de Noël. Enfin, ce qui est le cas pour tous les restaurateurs le jour de Noël et le jour du Nouvel An, d'ailleurs. Aussi, ils travaillent. Et puis, bon, bref, il y a toute une polémique autour de ça, qui était initialement une série prévue sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais que de ça, et un procès de l'Église aussi beaucoup plus fort. Et là, il y a Bolloré qui est intervenu et qui a fait censurer de grandes parties du scénario avant le tournage, contrairement à ce qu'on a pu dire, avant le tournage. Et donc, l'un des responsables de la production s'est plaint d'avoir été obligé de réécrire la totalité du scénario. Sais-tu quand l'homosexualité a été dépénalisée en France ? Je dirais aux alentours des années 80, peut-être, 82. 82, par Mitterrand. Et qui s'y était opposé ? Fillon et Chirac. Fillon et Chirac, d'accord. Et Chirac. J'ignorais. Exactement, et Jacques Chirac. Bon, je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose. Tu as quelque chose à dire de plus ? Eh bien, j'ai trouvé que c'était une série, au demeurant, une série française qui valait le détour. Pour le budget, j'ai noté 19 millions d'euros, il me semble. Ah, ça me paraît pas beaucoup. Donc, on comprend qu'ils ont été bien investis dans les décors et dans les costumes. Oui. Malheureusement, le jeu d'acteur est souvent un petit peu stéréotypé. Hormis, j'ai noté quand même la performance de Marc Barbet, qui fait le préfet Lépine, qui d'ailleurs, à la suite de ce rôle, s'est vu offrir d'autres possibilités plus intéressantes. Et je crois qu'il me souvenir qu'il jouait le capitaine de Tréville dans la dernière mouture des Trois Mousquetaires. Oui. Donc c'est plutôt une ascension pour sa carrière. Hormis ce cas... Alors, en conclusion, c'est un beau film, c'est une belle série, je veux dire, pour ce qui est de la production. Par contre, on est vraiment dans une production de notre temps où tout ce qui est verticalité est systématiquement détruite au profit de l'horizontalité de la société woke de maintenant. Voilà. Donc, à voir pour les images et en se pinçant le nez ou en se bouchant les oreilles pour le reste. On reprend maintenant en parlant du fondateur. Donc, tu nous fais le pitch ? Enfin, le résumé pour les Québécois, puisque nous, en France, on ne parle plus qu'anglais maintenant. Eh bien, c'est un film qui date de 2016 et qui porte sur la biographie de Ray Kroc, le fondateur méconnu de la firme McDonald's, qui a devancé les frères Maurice et Richard McDonald pour fonder la marque que l'on connaît maintenant partout à travers le monde. Alors, ils appliquent le principe du travail à la chaîne de Ford, mais dans la restauration, d'où la naissance de la restauration rapide, parce qu'à cette époque-là, le hamburger, entre le moment où on le commande et le moment où on le reçoit, il est froid. Donc là, ils vont faire une espèce de jeu, un peu comme de jeu de société avec un sifflet, etc., pour essayer de faire en sorte que les gens ne se percutent pas dans la cuisine, d'optimiser ça. Et c'est présenté un peu comme un jeu, mais on n'évoque pas du tout les cadences infernales, on n'évoque pas la malbouffe. À vrai dire, pour eux, c'est peut-être de la bonne bouffe, d'ailleurs. Alors, en 1954... Au moment où commence l'aventure de la firme McDonald's, on constate quand même qu'il y a beaucoup, d'ailleurs c'est traduit par des gros plans, sur des jeunes enfants, mais aussi des adultes, plutôt en bonne forme physique, peut-être même ne mangeant pas forcément toujours à leur faim. Donc le hamburger et les frites sont alors plutôt de mise, pour les remplumer un petit peu. Alors, il y a une phrase qui était assez marrante, je vais vous la lire. Il y a un moment, le type qui dit, un des frères McDonald dit « McDonald's pourrait être la nouvelle église américaine où les Américains se retrouvent pour partager un repas comme pour la communion ». Ça, c'est vraiment le typique des trucs un peu vulgaires américains, enfin des phrases un peu
à l'emporte-pièce, si j'ose dire. Jouant sur une destinée manifeste. Et alors, il y a un contraste quand même, c'est qu'on voit, on ne sait pas à qui attribuer finalement le génie McDonald. Alors, ça s'appelle le fondateur et il y a les frères McDonald. Donc, en fait, le fondateur, on comprend qu'en fait, c'est cette espèce de commercial raté qui réussit, puisqu'il crée cette chaîne, mais le concept même du restaurant rapide, c'est plutôt les frères McDonald qui, eux, sont opposés à une hypermarketisation, qui, eux, veulent faire un restaurant familial et trouvent dans la démarche du commercial très vulgaire et veulent limiter le nombre de restaurants à 3 ou 4 aux États-Unis, point barre. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Alors, on comprend bien que pour les Américains, c'est quelque chose qui est fondamental, ça fait partie de leur ADN. Pour nous, c'est quand même d'un moindre intérêt. Je pensais quand même qu'on allait faire une critique plus acerbe du principe McDonald's, mais là, pas du tout. Alors, il semblerait que pas du tout, donc non. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ils peuvent voir cet été, ils peuvent voir Ernesto noté, ça je noté, ça c'est vraiment très bien. Tyler Rake, s'ils ont des potes et des bières, voilà. Et toi, maintenant, tu vas nous donner tes 5 meilleures séries ou tes meilleures séries, les 4, les 10, ce que tu veux. Alors, je vais t'étonner, Arnaud, mais je suis un enfant des années 2000, donc je commencerai tout naturellement par Game of Thrones, oui, Game of Thrones, bien sûr. que j'ai eu le plaisir de découvrir durant mes années de fac. D'accord. Mais aussi son concurrent direct Breaking Bad, même si j'ai pris un petit peu de temps à me familiariser avec l'univers. Mais ça n'a aucun rapport quand même. Hein. Ça n'a aucun rapport, mais c'est vraiment, ça s'est vu au niveau des récompenses, les 2 séries qui ont monopolisé, la scène durant la décennie 2010. Je pourrais aussi citer Homeland, qui a été extrêmement explicatif de la complexité du travail des services secrets américains et de la diplomatie américaine post-mort de Ben Laden. Dexter, peut-être ? J'ai jamais accroché puisque alors, c'est paradoxal puisque je dis plus avant que j'ai adoré Game of Thrones, mais de plus en plus. Et c'est aussi d'ailleurs un petit peu ce qui m'a rebuté parfois dans Paris Police 1900. Oui. C'est du gore pour du gore, sex and crimes, comme disent les Anglais, de la violence et du sexe gratuit qui n'apporte pas grand-chose au scénario. Et j'avoue que ça a tendance à de plus en plus me déplaire. Et récemment, j'ai commencé The Walking Dead. Et je trouve que le fond, la perspective philosophique, humaine, est peut-être beaucoup plus intéressante. Ouais. Et ça, au moins quand ça défouraille, on sait pourquoi. Au lieu d'un banal Tyler Rake, où ça tire sans forcément beaucoup réfléchir. Alors, le bruit court quand même que Netflix est très conscient des désastres causés par du wokisme à outrance, plus du sexe et de la violence gratuite, et qui seraient en train de réorienter leur production dans un sens plus acceptable. Bon, je ne sais pas si les séries que tu as... C'est tout? Tu en avais d'autres ou pas? Non? Il me faudrait 2 heures pour les dire toutes. On n'a pas 2 heures, donc... En tout cas, si vous êtes en panne d'idées, voici une liste de séries qui sont parmi mes préférées et que je mets dans la description. Le jeu de la dame, alors sur Netflix, le jeu de la dame sur une championne d'échecs très attachante, Dexter, qui est un serial killer de la police scientifique qui tue des criminels. Sur Canal+, Le Bureau des légendes, bien sûr, qui est une espèce de série sur la DGSE française, c'est formidable. Sur Amazon Prime Vidéo, Citadel, des images exceptionnelles, je l'ai dit tout à l'heure. Mr. Robot pour le scénario. Le Maître du Haut-Château, qui part du principe que les Allemands et les Japonais ont gagné la Seconde Guerre mondiale et se sont partagés le monde, où il règne encore de nos jours. Sur Netflix, Breaking Bad, une série avec un scénario incroyable. Bates Motel, c'est du Hitchcock, avec une maison qui est une réplique de la maison de Hitchcock d'un film très connu, j'ai oublié le nom. Suburra sur la mafia,
très bien aussi. The Americans, des espions russes infiltrés aux USA pendant la guerre froide. Ils vivent comme des Américains, leurs enfants vivent également comme des Américains, ils mangent, ils dansent comme des Américains. Bref, c'est très intéressant et très amusant. Squid Games, une série coréenne avec un scénario vraiment incroyable. House of Cards, c'est un couple uni par l'amour du pouvoir. Moi, Christiane, 16 ans, droguée, prostituée, c'est une série de 2021 tirée du film éponyme. C'est plutôt assez fidèle au film, c'est pas mal. Musique de David Bowie, c'est vraiment bien. La liste sera donc, comme je l'ai dit, dans la description de la vidéo. On se retrouvera une prochaine fois et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Sans plus tarder, au nom de toutes les équipes de TVL, un formidable merci. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas totalement bouclé notre budget, mais le plus dur est dorénavant derrière nous. Cependant, au cours de ce mois, nous avons pris toute une série de mesures visant à une plus stricte maîtrise des dépenses. Se serrer la ceinture sans toucher à l'essentiel, le développement des programmes de TV Liberté et la politique d'investissement dans cet outil devenu, et c'est un exemple parmi d'autres, une formidable école de journalisme professionnel en action. Ceci étant dit, votre mobilisation est remarquable. D'autant plus que la situation économique des Français se dégrade encore. Nous payons. Retraite, nous payons. Conflit en Ukraine, nous payons. Émeutes barbares, nous payons. J'arrête là la trop longue liste. Je profite aussi de ces remerciements pour répondre rapidement à une question qui revient souvent. Pourquoi faire ces appels aux dons qui peuvent lasser certains téléspectateurs et qui donnent aussi des sueurs froides aux journalistes et techniciens de TVL dans l'attente des résultats? La réponse, elle est toute simple. Le financement participatif est le gage de notre indépendance. Le don direct de nos téléspectateurs nous protège des banques et des lobbies, d'un propriétaire milliardaire qui fait pression sur les rédactions, on en connaît, de l'argent de l'État qui sert à sauvegarder les intérêts de l'extrême centre et imposer l'idéologie de l'extrême gauche, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Nos campagnes de dons permettent aussi de proposer les programmes de TVL gratuitement et sans passer sous les fourches codines des annonceurs et de leur publicité woke. Le don des téléspectateurs constitue donc un système vertueux qui garantit la liberté. C'est ce système qui permet à TVL de devenir votre chaîne généraliste de proximité, menant un travail, un engagement de service public contre les mensonges politiques et les hystéries de la caste médiatique. TVL prouve chaque jour que le combat contre ces entités n'est pas une mission impossible. Merci à vous. À notre communauté de donateurs que je vous invite évidemment à rejoindre. Bon été sur TV Liberté.